le clairon. Et donc, on revient sur cette terrible affaire, absolument terrible, que nous avons suivie heure par heure, puisque nous avons suivi à partir de vendredi le fait que ce jeune Quentin était dans le coma, et puis finalement qu'il a fini par décéder. Alors je rappelle l'histoire. Un jeudi dernier, le collectif féministe Némésis, que vous connaissez certainement, chers auditeurs, organisait un happening, comme on dit, de protestation en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan, qui était à Sciences Po Lyon. Et puis donc ces militantes de Némésis ont déployé une banderole contre l'événement. Il y avait environ 6 militantes. Et selon leur dire, une quinzaine de jeunes hommes étaient là autour d'elles pour assurer leur sécurité. Et parmi ces jeunes hommes, il y avait le fameux Quentin, un étudiant de mathématiques de 23 ans, qui était lynché à mort par des antifas. On va préciser après qui sont ces antifas. Donc, selon Némésis encore, il y aurait eu 2 fois plus d'antifas que de jeunes hommes ou à peu près au service de l'ordre, là. Donc, soit une trentaine qui sont venus armés avec clairement l'intention d'en découdre. Et puis, voilà, on a appris finalement qu'ils en ont tellement décousu que le jeune Quentin est décédé des suites de ses blessures. Alors, avant de donner la parole à mes 2 invités, on va regarder peut-être les images qui sont des images lointaines qui ont été prises par une personne qui était dans l'immeuble au-dessus de ce tabassage qui a fini par une mise à mort du Quentin dont on parle. Nous avons pu nous procurer cette vidéo qui montre l'agression. Voilà. Alors pour en parler, nous sommes avec Édouard Bina, Olivier Frère Jacques. Édouard Bina, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de la Cocarde étudiante et vous étiez vous-même dans cette école. Vous allez pouvoir nous raconter un peu les tensions qui existaient déjà avec notamment la jeune garde. Et nous sommes avec Olivier Frère Jacques. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de Liberté Politique, le laboratoire d'idées. Alors peut-être je vais commencer avec Édouard Bina. Vous qui avez tweeté notamment cette affaire, vous dites que vous avez déjà eu que vous aviez déjà eu affaire à ces membres de la jeune garde qui venaient quotidiennement vous menacer vous-même, vous intimider, puis en intimider d'autres. Il y avait déjà eu, il y a quelques mois, disiez-vous, des militants de la jeune garde qui sautaient à pieds joints sur la tête d'un militant nationaliste lyonnais au risque de le tuer. Et vous concluez: ils ont toujours eu la volonté de tuer et la justice comme la police n'ont jamais eu la volonté de les arrêter. Ce qui est arrivé hier est la conséquence de l'inaction du gouvernement, de la police, de la justice et des établissements d'enseignement supérieur. L'extrême gauche tue, la gauche cautionne, les institutions laissent faire. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces tensions générales et puis évidemment sur ce drame? Bien sûr. Alors, avec quelques camarades, nous sommes affichés comme de droite dès nos premiers moments à Sciences Po Lyon. Et ce qui s'est passé, c'est que des personnes nous ont directement dit: vous êtes courageux de faire ceci parce que vous allez vous faire agresser. Et vous devriez cacher vos idées politiques. Et en fait, très rapidement, nous avons compris que des étudiants de Sciences Po Lyon étaient en lien avec des groupuscules antifa et en fait nous envoyaient des gens venir nous menacer. Donc d'abord, ça a commencé avec des menaces de mort que l'on recevait sur Messenger, sur WhatsApp, ou même parfois des messages sur les groupes de promo. Puis ensuite, on a des gens qui ont commencé à venir avec des gants coquets et qui sont venus à une réunion pour nous menacer, pour nous dire sortez en dehors de l'établissement, que l'on puisse vous agresser. Et en fait, au fur et à mesure, ça a commencé à devenir un harcèlement quotidien. C'est-à-dire que des membres de la jeune garde venaient attendre à la sortie pour menacer les étudiants qui étaient vus comme de droite, c'est-à-dire concrètement moi et un ami. Et ils en sont allés à un point où, parce qu'ils n'arrivaient pas à nous attraper pour nous passer à tabac, ils déclaraient des manifestations dans la cour de l'école et faisaient rentrer ensuite toute la manifestation dans l'école. Et on avait des gens armés qui tournaient au sein de l'établissement pour nous trouver. Et je recevais des messages d'amis qui étaient plutôt orientés à gauche qui me disaient: ne viens pas en cours, ils te cherchent, sous-entendu pour me passer à tabac. Une amie qui m'envoie un message pour me dire, je lui demandais si je pouvais aller en cours parce que j'avais besoin d'aller en cours, et elle me répond: ne viens pas, ils ont des battes. Ah oui, d'accord. Et sur la fin, sur mes dernières années à Sciences Po, c'était parfois quotidiennement. Je pouvais avoir 3 à 4 rencontres avec des gens liés à la jeune garde ou membres de la jeune garde en une semaine. Ils sont venus essayer de me chercher à la sortie de mon travail, ce qui donne
fait, ça met une pression énorme, surtout quand on voit leur capacité à la violence. C'est-à-dire que des amis à moi ou des personnes que je connaissais ont été passés à tabac et que la jeune garde revendique ouvertement leur violence sur les réseaux. Et un des Mais comment c'est membres possible que de la personne jeune n'ait garde, réagi à qui ça? est d'ailleurs un des principaux mis en cause dans cette affaire, Oui. Jacques Elie, l'assistant de Raphaël Arnaud, Oui. est lui aussi étudiant à Sciences Po Lyon. Il était étudiant en même temps que moi. Il a menacé de mort un de mes amis parce que celui-ci avait un drapeau français sur son sac. C'était Oui. simplement l'insigne de son régiment parce qu'il était réserviste. Et il a été menacé de mort pour ça. Il a porté plainte. Donc Jacques Elie était formellement identifié. Un mail a été envoyé à la direction de Sciences Po Lyon pour faire remonter les faits, étant donné que les deux sont étudiants à Sciences Po Lyon et que les faits ont eu lieu à l'intérieur, qu'il y avait des témoins. Rien n'a été fait. Jacques Elie est impliqué lui-même dans plusieurs agressions où il a été formellement identifié. Rien n'a été fait. Et c'est cette inaction que je souhaitais dénoncer, puisque lorsqu'on a la police, la justice, qui sont parfaitement au courant qu'il y a un groupuscule qui agresse impunément, qui revendique ses agressions, et que, à nouveau, quand on voit les vidéos et qu'on a 8 personnes qui sautent à pieds joints sur la tête de quelqu'un au sol pendant plus de 30 secondes, c'est une tentative de meurtre. Le fait que cette personne ait survécu est un miracle. Donc, malheureusement, ce qui est arrivé devait arriver vu l'inaction du gouvernement, vu la tolérance qu'il y avait envers ces milices d'extrême gauche. Oui. Alors, je vais me tourner vers Olivier Frère Jacques. Ces violences, vous aussi, vous les connaissiez, vous étiez au courant de tout ça. Et est-ce que d'abord, vous pouvez revenir peut-être, si vous avez plus d'informations sur la mort, le drame de la mort de Quentin? Alors, sur cette mouvance, nous, on a produit un document qui s'appelle Extrême gauche, réalité, violence et réseau, qui est une brochure qu'on a produite il y a 6 mois et dans laquelle on prévenait que ça pouvait arriver. Et comme le dit le témoignage à l'instant, en fait, ça aurait dû arriver depuis longtemps, puisque des cas comme ça, où il y a une dizaine d'antifas qui se jettent sur quelqu'un, c'est monnaie courante dans une année. Nous, avec l'Observatoire des violences politiques, on a recensé, et encore on ne recense pas tout parce qu'on n'a pas le temps et pas les moyens humains, mais on a recensé plus de 250 actes de violence d'extrême gauche en France en 2025, 44 agressions contre des personnes. Et encore, nous, on n'a que ce qu'on arrive à recevoir du terrain, ce qui remonte, il y en a beaucoup plus. Et parmi ces 44 agressions, il y a plusieurs cas où il y a du lynchage, notamment à Rennes, des étudiants qui ont été lynchés et par une dizaine d'antifas, et les antifas ont été relaxés. Et c'est là le fil conducteur en fait du drame qui s'est joué, c'est l'impunité. Parce que s'ils se mettent à 10 contre 1, c'est aussi qu'ils savent qu'il n'y aura rien derrière. Parce qu'il y a un système politique qui les défend, parce qu'ils sont représentés à l'Assemblée nationale, puisque Raphaël Arnaud est député. Alors justement, pardon, mais puisque vous avez bien travaillé sur tous ces réseaux, etc., est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que la Jeune Garde d'abord, et quel est son lien exact avec LFI? Parce qu'évidemment, LFI se dédouane aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que sont ces mouvances, comment elles existent, quelles sont leurs formations, leurs idées, et puis ensuite, y a-t-il des liens directs ou indirects avec Raphaël Arnaud notamment, qui est souvent nommé député LFI? Alors, l'antifascisme a un historique qui revient, on va dire, à la montée du fascisme. Donc, on se trouve dans les années 20, les années 30. Et après, l'antifascisme a évolué. Notamment, a fait opérer une mutation. Quand le fascisme a disparu, il a inventé un fascisme qui... soit il a inventé un fascisme en estimant que tout ce qui était à sa droite était fasciste, soit il s'est rabattu sur l'anticapitalisme qui a toujours été dans l'ADN de l'antifascisme. Dans le cadre de la Jeune Garde, parce qu'on ne va pas faire tout l'historique de l'antifascisme, mais c'est une fraction de l'antifascisme. Il y a différentes organisations et parmi les organisations, disons que c'est une des organisations qui a voulu s'institutionnaliser, parce qu'il y a toute une partie de la mouvance antifasciste qui est beaucoup plus tournée vers l'anarchisme ou au moins vers la mouvance autonome et qui n'accepte pas de parler avec des partis politiques qui pour eux sont des ennemis. Oui. C'est pas le cas de la Jeune Garde. La Jeune Garde, elle existe aussi parce qu'elle est dirigée par des personnes qui sont ambitieuses, comme Raphaël Arnaud, qui lui avait des ambitions personnelles, politiques. Donc, Raphaël Arnaud, c'est l'ancien patron de la Jeune Garde, qui a été élu et donc aujourd'hui sous étiquette LFI. Ouais. Et LFI a quasiment intégré la Jeune Garde, notamment via l'élection de Raphaël Arnaud et l'intégration de militants comme assistants parlementaires, de militants violents. Oui. Alors, donc ça, c'est LFI. Alors, tiens, on va écouter justement Raphaël Arnaud qui, déjà en 2023, menaçait de mort Alice Cordier, donc le 16 octobre 2023, à Lyon. C'était à ce moment-là le jour de l'hommage à Dominique Bernard, mais on voit que finalement, les violences, les propos, en tout cas violents, existaient déjà à cette époque.
C'est bouffonne d'Alice Cordier là, qui repartage les Kurdes. Moi je dis, j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Ça vous comprenez pas vous. Voilà, le son est pas parfait, mais on va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer, voilà ce qu'on entend. Edouard Bina, concernant cette jeune garde et cette violence intrinsèque, on va dire, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Bien sûr. En fait, la Jeune Garde s'est fondée comme un mouvement violent. C'est un mouvement qui se dit antifasciste, c'est-à-dire qu'il n'existe que dans le but d'être contre quelque chose. Moi, je suis engagé au sein de la cocarde étudiante, j'en suis le président. Nous sommes pour quelque chose. La Jeune Garde, c'est complètement contre. Et ils ont une stratégie de lien avec l'ensemble des institutions, des syndicats, que ce soit étudiants, professionnels, partis politiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils travaillent de concert. Ceux qui pensent « Ah oui, la Jeune Garde, c'est juste une milice violente qui agresse des gens », c'est faux. Elle fait partie d'une stratégie au sein de la gauche. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'ils ne poussent pas des idées ? Pourquoi est-ce qu'ils ne font que des agressions violentes ? Parce que ce n'est pas à eux de pousser les idées. Ils considèrent que c'est à la France insoumise de pousser les idées, et c'est à eux de faire taire les idées d'en face. C'est-à-dire que le but de la Jeune Garde, c'est pas uniquement de s'en prendre à des gens qui sont étiquetés et comme d'extrême droite. Non, c'est le but de la Jeune Garde, c'est il y aura un tractage du Rassemblement National, des Républicains, ou de n'importe quoi qui soit à droite. La Jeune Garde va arriver, va commencer à menacer les gens, va commencer à les agresser s'ils ne partent pas. Le but, c'est de les empêcher de faire passer leurs idées politiques. Il faut d'ailleurs noter que la Jeune Garde avait agressé des militants des Jeunes avec Macron à Nanterre. Le principe de la Jeune Garde, c'est de garder un précaré à la gauche et d'empêcher les gens de droite de militer. Le but, c'est de leur faire peur. Et c'est ce qu'un ami de gauche m'a dit. C'est toute la stratégie que la Jeune Garde avait mis en place face à moi, c'était simplement de faire un pressing pour que j'arrête de parler et de mettre mes idées politiques en avant. Quelqu'un de Solidaire étudiant, qui était d'ailleurs en lien avec la Jeune Garde, m'avait lui-même dit, si tu arrêtes. Et en fait, le principe, c'est, si moi j'arrête de parler politiquement, si j'arrête d'exprimer mes idées, si j'arrête de militer, je serai tranquille. Et c'est une stratégie de pousser les gens à faire en sorte personne ne veut se faire frapper. Très peu de gens ont envie de se faire frapper pour leurs idées politiques. Le principe de la Jeune Garde, c'est d'être une officine violente de la France insoumise. Oui. Alors, justement, ce lien entre Jeune Garde et LFI, on a par exemple, je crois qu'on a une image d'ailleurs que LFI qui publie un communiqué de soutien à la Jeune Garde 48 heures donc avant ce qui est arrivé à Quentin. Donc ça, je ne sais pas si on a l'image, mais en tout cas, je vous le dis. Nous le disons fièrement, la Jeune Garde est essentielle parce qu'elle a pour mission, depuis sa création, de lutter contre l'extrême droite, contre des groupes fascistes et néo-nazis de plus en plus violents partout en France. Donc la violence, elle est reportée sur l'extrême droite. Et à ce sujet, on a aussi entendu Mélenchon au meeting de Montpellier le 15 février, donc le lendemain, a jeté la responsabilité de ce terrible drame sur le collectif Némésis. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Que ce soit bien clair, c'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion. À la fin du mois de janvier, une fois tous les 2 jours. Les 3 dernières réunions que j'ai faites, nous avons été agressés par des gens qui s'appellent tantôt Némésis, tantôt Nous Vivrons, et qui viennent dans les salles pousser des cris, se rouler par terre, essayer de prendre des coups, et à chaque fois nous les repoussons en nous moquant d'eux. À Toulouse, j'ai même pas eu le temps de me moquer d'eux, tellement ils couraient vite pour arriver à la porte. Alors ça va, hein? Et là, qu'est-ce que je lis? Nous étions là pour faire un happening. Et il y avait un service de sécurité pour sécuriser le happening. Autrement dit, ces gens se vantent d'être venus à une de nos réunions pour l'empêcher de fonctionner. Et c'est eux qui vont d'un plateau de télé à l'autre en disant « C'est odieux, on nous a assassinés ». Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n'ont aucun rapport avec la réalité. Ils ont été répétés d'heure en heure sans que personne ne se donne le mal d'aller vérifier si c'était vrai ou pas. Alors, il y a une vérité, on va dire, dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que ce happening, il était fait en marge de la venue de Rima Hassan, un peu en provocation tout de même. Oui, après c'est une inversion accusatoire totale. En fait, il compare, dans son discours, là, il compare 2 associations qui seraient venues perturber des réunions de la France insoumise. Donc Némésis, c'est un collectif de femmes. Et Nous Vivrons, qui doit être un collectif pro-vie, qui sont quand même pas des fous furieux. Et il parle de perturbation de gens qui viennent parler pendant nos réunions. Donc parler,
c'est quand même autre chose que de se mettre à 10 sur quelqu'un Oui, et de bien le sûr. massacrer. Et enfin, moi, je trouve que ces images sont, je les avais pas encore vues, mais c'est hallucinant. Ce type, c'est un vieillard qui est complètement fou. Enfin, dire quelque chose comme ça, il y a un jeune qui a été tué et dire Ouais. nous sommes les victimes, on est dans une infraction accusatoire qui est abjecte. Je pense que là, la LFI sent un peu que ça commence à tourner parce que ça va être difficile de soutenir la jeune garde dans ces conditions-là. Je trouve que c'est surréaliste. Oui, puis il voir pourrait être désolé au moins, parce que là, je trouve que c'est quand même très, très. Oui, et puis il explique la violence. Mm. Parce qu'il dit j'ai pas eu le temps de les voir parce qu'ils sont partis en courant. Mais pourquoi ils sont partis en courant, les militants qui étaient venus à son meeting? Parce qu'on les poursuivait avec des pioches. Enfin, il faut aussi avoir ça à l'esprit. Ouais. C'est que lui a banalisé cette violence d'extrême gauche parce qu'il s'en sert comme d'une espèce de bras armé. Il était très content de le confier à la jeune garde. Et aujourd'hui, il se rend compte que son joujou, c'est quelque chose qui a fait un mort et pourtant on le savait. Parce que l'année dernière, il y a des dizaines d'agressions de la jeune garde qui sont recensées. Et au-delà même de ces agressions qu'il y a pu avoir, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, et qu'on le dit très peu, c'est que les gens de la jeune garde, c'est une organisation qui est dissoute. Oui, c'est vrai. Et c'est une organisation dissoute dont les gens se retrouvent et massacrent quelqu'un. Et là, on est dans. Il n'y a pas encore eu d'arrestation. Absolument pas dissoute, oui. Mm. Oui, en plus, c'est ça. Il y a vraiment cette question. Alors, bon, il y a la question de LFI qui nie d'ailleurs toute responsabilité en disant de toute façon, c'est dissous, donc on n'a rien à voir avec ce truc qui n'existe pas. Ça fait partie de leur réponse. Il y a évidemment cette réponse de Jean-Luc Mélenchon qui est quand même, on va dire, forte de café pour être gentil. Et puis, il y a la police et les condamnations qui ne tombent pas, vous l'avez rappelé, pourtant violence après violence. Et là, on a un extrait d'Alice Cordier qui précise sur Europe 1 que la police demande à Nemesis de ne pas communiquer autour de l'événement parce que c'est gênant pour la police et pour le ministère de l'Intérieur. Voilà, alors je vais vous demander à chacun, on pourrait beaucoup parler encore de cette montée en force, de cette violence, on va dire, de l'ultra-gauche qui visiblement n'est pas condamnée comme les autres. Et puis évidemment des circonstances de ce meurtre terrible de Quentin. Je ne sais pas si vous avez chacun quelque chose à ajouter. Édouard Bina? Alors oui, en fait, ce qui est presque tristement amusant, c'est de voir cette réaction de Jean-Luc Mélenchon, où à chaque fois, on a le groupuscule violent, c'est-à-dire la jeune garde, on a les grands soutiens, c'est-à-dire la France insoumise et ceux qui tolèrent plus de près ou de loin, parce que l'ensemble des organisations de gauche ont appelé à soutenir la jeune garde au moment de leur dissolution, et maintenant commencent à pousser un peu des cris et à essayer de se séparer et à dire « Ah non, nous n'avons rien à voir avec ». Et en fait, on a tout un cheminement qui mène justement à ce drame, qui est d'avoir des groupuscules violents qui sont laissés en toute impunité, qui sont soutenus et encouragés par les organisations et les institutions, et on voit qu'il y a une absence totale de remords. Quand on a Jean-Luc Mélenchon qui essaie de se faire passer pour une victime parce que 3 pauvres femmes viennent avec des pancartes, pendant qu'il y a littéralement quelqu'un qui est mort. Si la droite avait fait la même chose lors d'une affaire Naël, en disant « Ah, Naël est mort, mais nous avons pris des feux d'artifice », tout le monde aurait explosé. Et là, c'est exactement ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient d'allumer un contre-feu, ils essayent de se poser en victime. Le fonctionnement, c'est nous sommes toujours les victimes. Et nous avons l'habitude de le voir, parce qu'il y a un schéma très classique. Lorsque nous nous rendons dans une université connue pour être de gauche, que nous venons tracter pour passer nos idées, et nous savons très bien que nous allons nous faire agresser. Nous allons avoir des gens qui vont venir pour tenter de nous agresser. Et donc là, maintenant, il y a ensuite 2 choix. C'est-à-dire, soit ils viennent, ils nous agressent, et nous nous faisons agresser, et donc nous perdons, et ils vont crier victoire, ils vont revendiquer de nous avoir agressés. Soit nous venons tracter, ils viennent tenter de nous agresser, nous nous défendons, et ils commencent à hurler à l'agression. Et ça, c'est très amusant, c'est que dans tous les cas, on est perdant. C'est-à-dire que si on ne se défend pas, on se fait tabasser, et si on se défend, ils hurlent à l'agression. Le fonctionnement de l'extrême gauche, c'est d'avoir toujours raison, d'être toujours la victime ou le gagnant. Il n'y a aucun monde où ils admettent avoir fait quelque chose de mal. Et là, on a littéralement un mort, quelqu'un qui a été tué parce qu'ils lui ont sauté dessus, parce qu'ils l'ont tabassé à coups de gants coquets, en vidéo, et ils vont quand même essayer de le nier. Ils essaient de trouver toutes les excuses en disant « Oui, mais ce n'est pas le bon horaire, c'était la nuit, que la conférence de Rima Hassan ». Ils essaient de tout trouver pour dire que c'est faux, parce qu'ils n'assument pas. En fait, ils ne vont jamais assumer quoi que ce soit qui leur demanderait de s'excuser. Soit le fonctionnement de l'extrême gauche, c'est soit tout assumer, soit se poser en victime. Il n'y a jamais de place pour les regrets.
Ouais, je précise que d'après Nemesis et la famille de Quentin, il s'agirait d'un guet-apens méthodiquement préparé avec des individus masqués, organisés en surnombre, ça on l'a vu, armés. Vous avez parlé de ces gants coquets, il y a aussi des bombes lacrymogènes qui étaient déjà donc en leur possession. Un dernier mot, Olivier et frère Jacques. Moi, je pense qu'il faut prendre conscience du danger de l'extrême gauche et je vous invite, et j'invite vos auditeurs à vous rendre sur le aussi des site téléspectateurs, vous avez raison. de l'Observatoire des violences politiques. Il y a des rapports quotidiens sur les violences d'extrême gauche. Il faut tenir compte de ces violences, sensibiliser les élus là-dessus et avoir conscience de la manière dont s'organisent ces factions d'extrême gauche antifascistes pour pouvoir les combattre le mieux possible et pousser les élus à marginaliser ces personnes. C'est-à-dire que demain, il ne devrait plus y avoir d'assistants parlementaires qui soient issus de la mouvance antifasciste, sans au moins qu'ils soient affichés, qu'on le sache, que ce soit pointé du doigt. Oui. Non, mais vous avez raison. Et en tout cas, cette impunité, pour le moment, en tout cas, semble évidemment très, très grave. Merci beaucoup à tous les deux. Et évidemment, encore une fois, toutes nos pensées pour ce jeune Quentin, pour sa famille, pour ses proches, qui est décédé des suites de ses blessures. Et puis, que justice soit faite. Edouard Bina, merci encore, président de la Concarde étudiante. Et Olivier Frère Jacques, président de Liberté Politique, le laboratoire d'idées. Merci à tous les deux. On est un petit peu en retard. l'un des premiers médias à enquêter le plus fortement sur les Epstein Files en France. D'ailleurs, on est contacté maintenant par des Américains pour travailler main dans la main avec eux sur ce réseau et sur ce qui se passe derrière. Mais ça fait trembler la France, ça fait trembler les réseaux internationaux. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça et la censure augmente tous les jours plus. Ils veulent nous censurer, ils veulent nous fermer, ils veulent que Tocsin et les autres médias qui font le même travail disparaissent. Et c'est maintenant, vraiment maintenant qu'il faut activer les boucles en interne, les contacts directs avec Tocsin. Et pour ça, c'est facile, c'est toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Rentrez dans la boucle de Tocsin, rencontrons-nous tous directement, organisons la résistance et faisons-le avant qu'on soit totalement fermé. Je compte sur vous.